Là, faut buzzer, là. Bip, c'est très à la mode, hein, le buzzer. C'était Lucky Blondeau pour vous accueillir, mon cher Philippe. Alors, la question, je vous pose une question, vous ne le savez peut-être pas, ou alors vous le savez, bravo. Dans les grands parfums français, ceux que vous allez peut-être mettre là ce matin, eh bien, il y a de nombreuses fleurs qui se cachent, dont une célèbre rose, la rose Centifolia. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de cette fleur, parce que vous êtes parti du côté de Grasse. On est allé à Grasse parce qu'aujourd'hui, Grasse réintègre la fleur à parfum. Il y a 2 ans, on avait parlé des iris qui reviennent. Aujourd'hui, c'est la rose qui revient. On revient aux valeurs essentielles de production française et de production française locale. Parce que Grasse, c'est toujours là où on a fait les fleurs à parfum, où il y a un berceau vraiment culturel de la rose, notamment, de l'iris, du jasmin, qu'on va récolter à partir du mois d'août. Parce que des parfums un peu moins prestigieux, aujourd'hui, on utilise quoi? On utilise des produits de synthèse. Ça sent la rose, mais c'est pas vraiment de la rose. Donc là, on reprend vraiment les bases de la rose. Alors le rosier Centifolia, c'est un rosier que l'on peut trouver aujourd'hui pour le planter soi-même dans son jardin. Donc c'est pas un rosier uniquement dédié aux producteurs de roses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il coûte à peu près entre 25 et 30 euros. On peut le planter à partir du mois d'octobre. Et c'est un rosier qui date du XVIe siècle. Donc il n'est pas tout récent, il n'est pas tout jeune. Mais en tout cas, c'est un rosier vraiment qui a un parfum extraordinaire, un peu comme la rose de Damas, qui est cultivée en Turquie et en Bulgarie. Alors on va découvrir ce rosier, vous allez voir, on a tout fait, de la récolte, presque à la distillation, regardez. Le rosier sans feuilles, Centifolia ou rose de mai, c'est le rosier dont on rêve tous dans son jardin. Les fleurs sont belles, lourdes et surtout gorgées d'huile essentielle pour le plaisir de nos sens, mais pas que. Les parfumeurs en raffolent. C'est une cueillette qui va se faire dès le lever du soleil, à la main, 7 jours sur 7. Toute la culture et le travail qu'il y a eu sur l'année sur ces rosiers vont se concentrer au niveau donc de la récolte, de cueillir pendant 3 à 4 semaines en fonction des conditions météo que nous allons trouver. Ces rosiers ont la particularité de n'avoir qu'une floraison par an. Ce ne sont donc pas des rosiers remontants. Nous allons les tailler une fois par an sur le mois de janvier-février. Et il va y avoir aussi, après, tout un travail d'entretien, de binage des sols, de fauchage d'herbes, de désherbage mécanique, pas de désherbage chimique sur nos parcelles. Le rosier Centifolia est un arbuste remontant aux tiges pourvues de très nombreux aiguillons. Il fleurit dès avril jusqu'en juin selon le climat. Son parfum est puissant, exhalant des notes suaves soutenues et miellées. Le petit plus, les pétales sont comestibles et en plus, il est assez rustique. Tous ces plants de rosier sont des plants qui résistent à certaines maladies, mais il y a quand même des petites faiblesses, comme tous les végétaux. Nous avons donc un petit souci lié au puceron, évidemment, et à une maladie champignon qui s'attaque aux feuilles, qui s'appelle donc la rouille. Pour lutter contre le puceron, nous allons laisser s'installer un équilibre avec la biodiversité naturelle que nous allons avoir sur nos parcelles. Et de ce fait, les prédateurs et parasites naturels vont nous aider à équilibrer la population de ces pucerons. Donc il n'y a pas de traitement. C'est l'une des roses les plus cultivées pour l'extraction d'huile essentielle et concrète. On compte 4000 kg de fleurs pour un seul kilo d'essence. La fleur est cueillie par les cueilleuses. Elle est mise dans des sacs en jute. Bon, ces sacs sont chargés sur une remorque et dès qu'on a la quantité de sacs nécessaire pour remplir un extracteur, le tracteur vient nous apporter la quantité de roses. On prend les sacs, on les pèse, on les charge dans l'appareil et dès que l'appareil est chargé, on commence l'extraction. Ça fait qu'il y a un temps minimum entre le temps de la cueillette et le temps de l'extraction, c'est pour avoir le maximum de produits odorants et d'avoir la meilleure qualité possible. Une fois que l'extracteur est plein de fleurs, on ferme le couvercle, on remplit l'extracteur de solvant. Le solvant va extraire de la fleur le produit odorant et la cire végétale naturelle. La somme des deux s'appelant la concrète. Vive la fleur française qui donne des parfums d'exception, des champs qui sont en fleurs selon les saisons jusqu'à mi-juin. Une culture et une récolte qui dépendent de la météo. Si vous passez par Grasse, arrêtez-vous et admirez. Une petite question pour voir si vous avez bien suivi. Pour faire 1 litre de parfum, il faut combien de... 4000 roses. 4000 Kilos.
4000 kilos 4000 kilos. C'est bien essayé. Quant C'est à pour ça Damien, que- il ne savait pas, donc il n'a pas osé donner de réponse. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Incroyable. Le prix est très très cher. C'est-à-dire vraiment l'huile essentielle de rose, et ça coûte très très cher. C'est ce Alors, qui coûte si- le plus cher presque au monde. Si j'achète ou si vous achetez un rosier Centifolia, il faut le placer où exactement dans le jardin? Du soleil, un sol pas trop calcaire, pas en plein vent, mais c'est un rosier qui est quand même bien rustique. On l'a vu, ils utilisent très peu de produits phyto. Ils laissent un peu d'herbe pousser au pied des rosiers pour attirer les coccinelles qui vont boulotter les pucerons. Donc voilà, ils pratiquent la culture mixte, ce qui permet d'avoir justement des roses en pleine forme et une huile essentielle exempt de produits phytosanitaires. Merci beaucoup, Philippe. Au fond du tiroir de mon grand, je suis la roqueuse de Cargie, la roqueuse de Car, je suis la roqueuse de Car. Pour vous prouver que vous ne rêvez pas, d'abord Anaïs est avec nous. Anissa. Alisa. C'est pas grave. Vous aviez le chercher dans le désordre, hein, vous êtes simplement Mais oui, inversé. Ah, oui. Anaïs, Anissa. C'est Place Vendôme. Évidemment. Mais- C'est incroyable. Place Vendôme, une école d'initiation à la bijouterie, c'est quand même très classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école qui a été créée grâce au soutien d'une grande maison de joaillerie. Voilà, c'est du mécénat en fait. Alors, cette école existe depuis 5 ans. Depuis 2012 donc, et vous avez dit qu'elle initie aux arts de la joaillerie. Alors ça veut dire quoi, initier? Ça veut dire que vous avez des cours à la carte, que vous en choisissez autant que vous voulez, vous pouvez tous les faire ou n'en faire que quelques-uns, mais du coup la vocation n'est pas de faire de vous un professionnel de la profession. Vous ne sortez pas de là en vous disant je vais créer ma bijouterie et je vais créer mes œuvres et mes bijoux moi-même. Et voilà. En revanche, vous en apprenez tous les jours, vous apprenez des choses extraordinaires. Tout ça c'est mené d'une main de maître par des professeurs passionnés. Maintenant, je suppose que vous avez envie de vous glisser dans la peau d'un élève Oui, Anissa. et de découvrir l'art de la joaillerie. C'est à Paris, regardez. Nous avons souhaité créer cette école d'initiation de façon à lever le voile sur la joaillerie pour le public, parce que c'est un métier et ce sont des pratiques assez mystérieuses qui ont été relativement peu expliquées jusqu'à maintenant. J'ai souhaité construire ce programme avec ce que je considère être les 3 grandes portes d'entrée sur l'univers de la joaillerie. Vous avez bien sûr l'histoire du bijou, qui est la première porte. La deuxième porte va être le monde des pierres. Et la troisième porte va être le savoir-faire, c'est-à-dire les techniques spécifiques qui sont utilisées pour réaliser, créer et réaliser un bijou. On se balade, place Vendôme, rue de la Paix, sur la 5e avenue ou ailleurs dans le monde. On voit les vitrines avec des bijoux. C'est le mariage entre les pierres et le métal. Pour commencer, quoi de mieux qu'observer des pierres ? Devant vous, Isabelle est en train donc de poser des écrins qui contiennent chacun 2 gemmes qui sont de la même espèce minérale. Ici, il n'y a pas de prérequis de connaissance. Il faut que l'on puisse s'adapter à chaque niveau de connaissance de chaque élève au moment où il va arriver ici. Toutes les gemmes rouges ne sont pas des rubis. Ici, il s'agit de spinels, gemmes qu'on a confondues pendant des siècles avec le rubis. Et on a découvert à la fin du 19e siècle que ce n'était pas la même espèce minérale. Et souvent, les plus belles gemmes rouges sont plutôt des spinels que des rubis. Les très beaux rubis sont très rares. D'accord. Il va falloir rajouter plus d'eau dans votre mélange. Là, vous avez une texture de gouache qui est trop épaisse. Si vous appliquez cette gouache-là, vous allez vraiment vous retrouver avec une surface opaque. Pour réaliser un dessin de bijoux gouachés de haute joaillerie, il faut mettre en œuvre des techniques de dessin et de gouacher qui sont des techniques très particulières à la joaillerie. Pourquoi ? Parce qu'il faut réussir à faire comprendre comment la lumière va circuler dans la pierre. Une fois qu'on a positionné la pierre dans la sertissure, on va venir à la verticale de la pierre et pousser légèrement sur la pierre pour la coincer. Là, elle ne sera pas sertie encore, mais elle sera coincée. On travaille avec du métal, avec des pierres, tout ça est très dur. Donc c'est un paradoxe extraordinaire de partir de matériaux aussi difficiles et d'arriver à des objets aussi gracieux. Mais ça, c'est le génie du savoir-faire, c'est la virtuosité des joailliers. Et ici, donc, on va s'initier à scier du métal, polir, sertir, sculpter la cire.
Alors ce papillon, vous l'avez ici en cire, on a déjà un peu avancé le travail. Il va vraiment falloir limer tout autour de manière à avoir la même forme à droite et à gauche. Cette initiation, elle ne sert pas à devenir un professionnel. Si vous venez suivre un cours ici, vous n'en sortirez pas en vous disant « formidable, je vais créer mon propre bijou en 2h12 minutes ». Ça, c'est strictement impossible. Mais vous aurez un œil aiguisé, vous serez devenu un amateur éclairé. Vous savez que ça fait rêver. C'est magnifique. Et les enfants peuvent Et s'initier. oui, et voilà, et c'est ça aussi qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez évidemment des ateliers pour adultes et des ateliers pour enfants avec un objectif très précis, développer leur créativité à bon entendeur. Et tous les renseignements sur le site de Télématin. Fais l'imbécile, la coqueluche des durs au boulot. Coluche, ça, non? Ouais. J'espère que j'ai la bonne réponse. Bon, Damien Thévenot qui nous emmène au point virgule. Ça, c'est un événement ponctuel. Alors, je vous emmène, point virgule, à l'Olympia, Thierry. C'est ça, mais oui. À c'est l'Olympia. ça, mais oui. C'est un événement annuel, 10e édition. Le point virgule fait l'Olympia. Ce sera samedi prochain, le 10 juin. Vous savez que, ou c'est peut-être pas d'ailleurs, on va vous le dire, le point virgule, c'est un tout petit théâtre dans le Marais, une centaine de places, où pratiquement tous les humoristes du moment ont débuté là-bas. Et ça fait 40 ans. Et donc, Jean-Marc Dumontet, qui est le nouveau propriétaire de ce théâtre et qui est devenu un producteur incontournable sur la place de Paris, a eu cette idée, il y a 10 ans, pendant un soir, d'emmener une dizaine d'humoristes, des petits jeunes, donc qui sont actuellement au point virgule, mais aussi des grands anciens qui sont passés par là. Il les emmène à l'Olympia. Donc, pour le prix d'un billet de spectacle, samedi prochain à l'Olympia, vous aurez plus de 10 artistes sur scène, notamment les grands anciens, c'est Elie Semoun, vous aurez Verino, vous aurez Alex Lutz. Nous avons rencontré Jean-Marc Dumontet pour nous annoncer le programme. Regardez. Bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour. 10e édition du Point Virgule fait l'Olympia avec plus d'une dizaine d'humoristes, notamment Elie Semoun, Verino, Alex Lutz. Cette idée, vous l'avez eue donc il y a 10 ans. Comment elle vous est venue? Je crois que les bonnes idées, elles sont toutes simples. Je venais de racheter le Point Virgule, qui était une grande salle mais toute petite. Ouais. Et j'ai eu envie, au fond, d'accompagner les artistes, parce que c'est le but du Point Virgule, c'est accompagner des jeunes artistes et dans une très grande salle. Robert, tu m'as volé les plus belles années de ma vie. Tu as déformé mon corps pour que je mette bas de Nicolas et de Philippe, des deux viandards de fils. Ils ont les mêmes doigts boudinés que toi, les mêmes grosses paluches, le même regard porcin, la même petite queue en tire-bouchon. Cette année est une année particulière. On a demandé à des grands anciens, Elie Semoun, Alex Lutz, on leur a demandé de venir exceptionnellement. C'est incroyable, hein, comme on nous fumait dessus comme ça. Je suis la dernière génération, mais te fait fumer dessus comme ça. On nous reproche de fumer, mais naturellement. Je suis tombé sur une photo de baptême, je suis dans les bras de ma tante, elle est comme ça. C'était une prolongation de la main, les gens faisaient pas très attention, ils étaient là. Ça s'est bien passé, hein? Ah oui, ça s'est bien passé, tout à fait. Mais parce que j'ai trouvé le curé très sympa, parce que pas chiant, pas prosélyte. Parlons du fameux point virgule, presque 40 ans cette année, je Oui. crois, hein, 78. Oui, exactement. L'âme de cet endroit, c'est tout petit, donc pour les non-parisiens, c'est dans le Marais, dans le 4e arrondissement. 130 places maximum, je crois. Ouais, 130, non, même On s'est rend- 110. 110 ouais. en étant très serré. C'est un lieu qui fait 91 mètres carrés. Donc ça vous donne une échelle. C'est un lieu où sont sortis énormément de grands humoristes. On peut les citer, par exemple les Palmades, les Foresti, les Bigard. Latsou, Bigard. Oui. Alors arrête un peu! Arrête! Je détiens toujours le record absolu du point virgule avec 192 personnes dans ce lieu où, quand on en a mis, disons, 120, on se dit c'est plein comme un œuf. Vous qui connaissez bien les humoristes, à votre avis, ça change quoi de jouer devant 130 personnes ou devant plusieurs milliers à l'Olympia? C'est plus facile à l'Olympia. C'est plus facile à l'Olympia parce que vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas le public. Alors qu'au point virgule, vous les voyez là, les 50, 60, 70, qui vous guettent, qui ne vous connaissent pas. Il y a une phase d'observation dans un spectacle au point virgule de 10 ou 15 minutes où on découvre l'humoriste. Et ça, c'est pas simple. Il faut qu'il gagne ce match qu'il a avec les spectateurs. Bon, bah, je pense qu'il faudrait qu'on le sache tous. Quand il n'y a plus de piles dans la télécommande, il n'y a plus de piles dans la télécommande, point. D'accord? Ça sert à rien d'appuyer fort sur les boutons. En fait, c'est pas du dentifrice, c'est pas du... Ah, il doit rester un peu de jus. Le 10 juin, vous serez où, Jean-Marc, dans la salle ou en coulisses?
Je serai dans la salle, comme toujours, mais avant, évidemment, en coulisses. Merci beaucoup. Merci à vous. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Voilà, les coquettes, c'est ça! C'est une belle récompense en fait pour celles et ceux qui ont commencé là dans un tout petit endroit, Exactement. de leur offrir l'Olympia, quoi. Mais même pour les spectateurs, c'est génial. Je le disais, vous allez avoir 10 humoristes sur scène qui vont venir faire pour les anciens leur grand sketch, leur grand tube, on va dire. Ouais. Et puis certains, vous allez les découvrir, notamment les coquettes, les 3 filles là. Ça, c'est une de leurs chansons fétiches, La petite fessée du dimanche soir. Ça, c'est autre chose. En tout cas, ce sera samedi prochain le spectacle, donc du point virgule à l'Olympia, une seule fois. Donc samedi 10 juin, samedi prochain. Merci beaucoup, Damien. Tadadam, tadadam, pour vous accueillir, Patrice. Voilà, les magazines que vous allez peut-être lire ce week-end. Patrice les a feuilletés pour vous avant vous. On va faire une revue de presse light, c'est le week-end. Et je commence par une question. Que seraient nos journaux sans la couleur, sans les images? Ce serait un tas de papier déprimant. Alors voici une revue de presse spéciale photo. Voilà, j'ai feuilleté les journaux et je me suis arrêté sur les photos qui ont capté mon attention. Allez, on y va avec dans la catégorie Actu cette photo de match. Alors elle a été prise à Bruxelles. Elle pourrait s'intituler Emmanuel Macron seul contre tous, point d'interrogation. En fait non. D'autant que, regardez, ses collègues n'ont pas l'air de lui en vouloir d'arriver en retard au sommet de l'OTAN. La photo est amusante, parce qu'on a l'impression qu'il fait une sorte de one-man show, un spectacle comique. En tout cas, ils sont tous morts de rire en le voyant arriver. Toujours dans le match, une double page. Bizarre, regardez ça. Ça illustre la cohabitation en ville, je dis bien, entre les hommes et les bêtes sauvages. Alors là, à gauche, on est en Floride. L'alligator est sur le green, tranquille. Il est trop petit pour s'en prendre à l'homme. Mais bon, il est quand même impressionnant parce que l'angle de prise de vue est particulier. C'est fait exprès. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 13 000 plaintes l'an dernier liées à ces grosses bêtes en Floride. Et puis à droite, on est en Alaska, à Anchorage, un orignal qui se balade sur la voie rapide et qui sème la pagaille. Alors, plus sérieusement, ce phénomène d'exode des animaux est mondial et il est favorisé évidemment par la progression des zones urbaines qui grignotent les espaces naturels, tout bêtement, j'allais dire. La patience de l'homme avec l'animal est vraiment sans limite. Regardez ces éléphants, ils ont été photographiés en Afrique du Sud. C'est Ça m'intéresse qui publie la photo. Alors il y a là une dizaine d'éléphants, ils se sont échappés de la réserve et des terres qui leur sont allouées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut les placer sous sédatifs puissants déjà pour commencer. Ensuite les charger dans un semi-remorque, les ramener et les déposer à la maison grâce à une grue parce qu'un éléphant c'est quand même 4 tonnes. Toujours dans Ça m'intéresse, regardez ça. The Big Bend, la grande courbe, je traduis littéralement. Nous sommes à New York, près de Central Park. Alors ce ne sera pas le plus haut, mais le plus long gratte-ciel du monde, parce que si vous déroulez en quelque sorte les étages, vous avez 1230 mètres. Alors ce building n'a pas encore vu le jour, mais il est plié en deux, il a germé dans le cortex d'architectes américains et il est présenté comme une réponse astucieuse à l'envol des loyers. La surface habitable est évidemment importante par rapport à l'emprise au sol qui est réduite. Et maintenant, je termine avec Audrey Tang. Alors je me suis arrêté sur cette photo car je me suis dit, homme ou femme? Et j'ai eu du nez. En lisant, je me suis aperçu que c'était un homme à sa naissance et une femme aujourd'hui à 35 ans. C'est une transgenre. Audrey est aussi et surtout un cerveau. Elle a pris sa retraite de start-upeuse. Et fortune faite, elle est devenue ministre du numérique à Taïwan. C'est une surdouée. Quotient intellectuel 180, c'est-à-dire 0,00002 de la population mondiale. À 6 mois, on nous dit qu'elle parlait. À 6 ans, elle lisait les classiques de la littérature internationale en plusieurs langues. À 8 ans, elle découvre un manuel d'informatique. Elle se passionne pour ça et à 12 ans, elle convainc ses parents de ne plus aller à l'école. Elle dit « je vais faire mon éducation en ligne, sur le web ». Et à 16 ans, elle crée un moteur de recherche en mandarin. Elle est devenue milliardaire. Voilà. Son histoire passionnante, c'est donc Oui, demain. Chapeau. À plus tard, Patrice. Ce sera avec grand plaisir. On va faire un peu de gymnastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez, j'y suis passé, moi aussi. Vous connaissez notre coach, Julie Ferrez, elle est toujours là. Donc elle pense à vous souvent. Je peux passer par une autre porte pour ne pas la croiser parce que allez, ok, d'accord, ça va pour cette fois. On l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Et si la pauvrette n'est pas très gastronome, c'est la faute bien sûr à son petit estomac. Ça c'est Jean-Philippe à la réalisation. Moi je l'appelle Julie
Ferrez, tout simplement. Je Voilà. suis sympa, moi, quand même. Ah bah oui. Enfin, vous avez croisé Patrice, non? Oui, il a n'a peur. pas osé. Ben oui, je sais, il n'était pas fier. Hein. Bon, Julie, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, ce matin, au programme, on va travailler l'endurance de nos cuisses. De nos cuisses, très important. Alors, vous allez voir, je n'ai pas demandé à n'importe qui de m'accompagner cette fois-ci. Patrice, je l'ai achevé, donc j'ai demandé à un champion de travailler avec moi. Et il s'appelle Astier Nicolas. Donc, Astier, c'est son prénom. C'est un cavalier français international qui fait des concours complets. Alors, les concours complets, c'est du dressage, du saut d'obstacle et du cross. Et alors, donc ça demande une grande polyvalence pour le cheval, mais aussi pour l'athlète. Il a commencé à l'équitation à l'âge de 7 ans et il a un palmarès assez impressionnant. Il était champion du monde en 2012 des moins de 25 ans. Il a remporté le concours complet à Pau en 2015. Il n'y a que 5 concours quand même de ce niveau-là au monde. Et puis, dernièrement, à Rio, il nous a fait vibrer parce qu'avec son équipe, il est champion olympique. C'était juste magique. Alors, le travail des cuisses, là, pour ce type d'exercice, c'est capital. Et alors, c'est capital, mais il y a beaucoup le dos, beaucoup les abdos. Et puis, c'est surtout qu'il passe 8 heures à cheval tous les jours. Et il est en Normandie, mais il m'a accordé un peu de son temps pour nous montrer des exercices de sa préparation physique. On devrait s'en inspirer. C'est parti. Bonjour Astier. Bonjour Julie. Merci beaucoup de t'être déplacé. J'imagine que tu as laissé tes chevaux juste en bas. En bas à l'abreuvoir. Super. Alors donc tu vas me montrer aujourd'hui un exercice de ta préparation physique, mais tu es tout le temps sur ton cheval. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt comme ça que je me prépare. Si je veux me renforcer, je passe plus de temps à cheval. Bah oui, c'est ça en fait. Alors donc toi, une partie de ta discipline, c'est le cross. Ouais, voilà, le cross, la partie la plus sport de l'équitation. La plus sportive de l'équitation. Donc tu as besoin de travailler quoi? Faire attention à nos adducteurs et à notre dos, c'est les principales pathologies de cavalier et c'est ça qu'on va chercher à renforcer. Ouais. D'accord. Alors on n'a pas de cheval, mais du coup on va récupérer les ballons. Allez. Elle va te paraître bien souple cette monture. Explique-moi exactement ton placement quand tu es en cross. Les pieds parallèles. Ouais. Pas comme Calamity Jane, parallèle. Ok. Les genoux ouverts, on ne serre pas trop les genoux. Et puis là, donc le dos droit. Et il faut essayer d'avoir un alignement talon, fesses, épaules. D'accord. Et on a les jambes toujours fléchies. Et c'est que des à-coups comme ça et des secousses. Et puis t'entends un peu plus gros s'il y a un saut, mais les foulées de galop, ça fait ça, quoi, à peu près. Donc alors, en fait, toi, en moyenne, t'es 6 heures par jour sur ton cheval. Ouais. Alors nous, on n'est pas Astier, on n'est pas champion olympique, on passe pas 6 heures à cheval, mais je vais vous montrer un exercice pour travailler l'endurance de nos cuisses, un peu sur le même principe qu'Astier avec son cheval. Donc on garde le ballon, et là on va se mettre les pieds parallèles, on va pousser les fesses sur l'arrière, inspirer à la descente, voilà, et on va remonter, mais pas tout à fait, et on va resserrer le ballon le plus fort possible. Comme ça va nous permettre de travailler les adducteurs. Exactement. On va essayer de se faire 10 répétitions, ça Allez. devrait aller. Donc on va inspirer à la descente, vous ne revenez pas les jambes tendues, mais vous resserrez, voilà. Et encore, on inspire, on souffle. Essayer de se faire 10 répétitions. Et puis quand on est habitué, on fera 10, 15, et pourquoi pas 11 minutes. Hein. On inspire, on souffle. Tu sens le travail dans les jambes ou pas? Ouais, on sent un peu quand on serre les adducteurs, là. C'est tellement un jeu d'enfant pour lui. Une petite dernière, on inspire, on souffle et on relâche. Merci beaucoup Astier. Avec plaisir. Alors vous aussi, si vous voulez avoir les jambes aussi endurantes et aussi fortes que notre champion, on recommence cet exercice encore et encore. Merci encore. Pour lui, c'est c'est de la rigolade. Pour nous, c'est autre chose. Hein. On travaille vraiment l'intérieur des cuisses, l'extérieur, les fessiers, devant les cuisses, l'arrière des cuisses. Donc, c'est vraiment très, très complet. Ce qu'il faut savoir, si vous avez un ballon chez vous, si vous faites plus d'1,70 m, on prend un ballon de 75 cm de diamètre. Et si on fait moins d'1,70 m, on va choisir un ballon de 65 cm de diamètre. C'est important parce que on a tout ça à la maison, mais on n'a pas cette précision. Voilà. Et quand on a des problèmes de dos, c'est mieux de prendre un ballon qui soit un peu plus gros parce que tous
les exercices où on est en position assise, ça va nous permettre de mettre moins de pression sur les lombaires. Donc ça, c'est très important. Petit aparté sur Astier, donc, qui continue ses concours et qui s'entraîne tous les jours. Il vit en Normandie, à Tourville, en Auge, et il a son propre élevage, il a une quinzaine de chevaux, et il est à la recherche de propriétaires et de sponsors, parce que mine de rien, l'équitation, c'est un sport qui coûte très très cher. Donc, à bon entendeur, on croit envoyer des Astier. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci d'abord Nicolas Astier et merci Julie. Une prochaine fois. Et un jour, je ferai mon Patrice Romden. S'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Bon, à bientôt. Nous, Manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler. là, vous serez tranquille et vous pouvez aller à la cantine. Je ne suis pas certain qu'à la cantine, on vous propose le Unicorn Late ou le lait de licorne parce que c'est tout nouveau. Oui. Et j'avoue que même avec Karine Tessandi, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que le lait de licorne? C'est juste avant d'aller au lit. Voilà. Et d'où ça vient? Ça vient des États-Unis, of course, évidemment. Alors, bon, c'est comment dire, les boissons, les jus détox, on le vend en poupe. Donc là-bas, j'ai vu qu'il y avait un lait de licorne parce que la couleur est bleue, mais bleu schtroumpf. Vous voyez, c'est vraiment un super beau bleu. Et ça nous vient de la spiruline. Voilà, vous l'avez ici. Alors, comme ça, on n'a peut-être pas trop envie d'en boire des litres et des litres, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je dois vous dire, c'est que c'est bon pour la santé parce qu'effectivement, la spiruline est connue pour ses propriétés détoxifiantes. Ça piège, ça emprisonne les toxiques. La spiruline, exactement, c'est ce qu'on appelle l'algue bleue. La super algue, c'est des super aliments puisqu'ils ont des vertus épatantes. Donc, c'est riche en plein de choses, tellement plein que je n'ai même plus où je lis. Voilà, sélénium, fer, cuivre, magnésium, bref, non, je t'ai plus. La coupe est pleine, je vous montre comment on fait ça et on en reparle juste après. Pour notre fameux lait de licorne tout bleu, on a besoin de boissons végétales de coco, donc du lait de coco, de la vanille, du gingembre, du citron, de la spiruline et du sirop d'agave. Que des aliments qui vont vous faire du bien et vous redonner un petit coup de boost. Alors, le lait de coco, on va le faire chauffer tranquillement dans la casserole. Évidemment, le lait de coco aussi, c'est très bon pour la santé. Ça a du fer, du phosphore, du potassium et puis c'est moins gras que le lait de vache. Donc c'est parfait. On va gratter une petite gousse de vanille et on va la laisser infuser tranquillement avec le lait de coco qui lui aussi comporte du cuivre, du manganèse, enfin bon voilà. Donc on enlève après l'écorce de la gousse de vanille et on va basculer dans le mixeur. Et puis là, on va rajouter tous les autres ingrédients. Aujourd'hui, c'est hyper simple, mais vraiment healthy, comme on dit. Vous voyez, bon pour la santé. Ça, c'est mon astuce. Regardez comment j'épluche la racine de gingembre avec une cuillère à soupe. Bah oui, c'est bien plus pratique. Ouais, vous essayerez chez vous, c'est vraiment plus simple. Ensuite, vous allez le râper, ce gingembre, sur cette petite râpe fine. Alors là aussi, le gingembre, c'est parfait. Si vous manquez d'énergie, ça va vous redonner de la force. Si vous avez des problèmes digestifs, c'est parfait, le gingembre. Alors, on va rajouter un petit peu de citron. Bah, là aussi, c'est bon pour la santé. Le citron, c'est de la vitamine C. Ça va renforcer votre immunité. Tout ça dans une seule et unique boisson. J'ai l'impression de faire un téléachat. Vous ajoutez un peu de sirop d'agave ou du miel si vous le souhaitez. Et regardez cette algue. Alors, la nôtre, on la connaît surtout verte. La spiruline, voilà. Celle-ci, c'est le Blue Magic. C'est un extrait de spiruline. Et vous voyez, cette boisson devient toute bleue. Voilà, bleue comme les licornes, probablement. C'est pour ça que les Américains l'ont nommé de la sorte le lait de licorne. Donc là-dedans, vous avez vraiment un concentré de vitalité et c'est la tendance de l'été. Alors, il y a une petite mousse sur le dessus qui va vous permettre de mettre quelques petites décorations. Ah oui, parce que je trouvais qu'il manquait quand même 2-3 petites choses. Il en manquait un peu. Voilà, une petite paille, le tour est joué. J'aurais pu vous faire aussi une petite boisson au charbon actif. Là aussi, c'est une poudre noire. Vous mettez ça avec du jus de pomme. Bon, alors la couleur, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. C'est plus appétissant. Quand vous souriez, après, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Et puis aussi un petit lait d'or. Alors là, c'est curcuma, gingembre et aussi le lait végétal. Voilà, mais je trouvais que ce bleu-là était c'est magnifique. voilà, engageant. Oui, engageant. Comme la chemise de oui, mais je l'ai appelé avant le... Vous voulez rajouter quelque chose dans le... Non, ça ira, c'est beau. Mélanie, non, rien de plus, parce qu'il y a déjà pas mal de choses dans le lait de licorne. Oui, un vrai dopant naturel. Bon.
Mais oui, j'ai bien aimé, moi, hier, le jacquier. Oui, Le oui, pomme le de Jacques, jacquier. c'était très, très bon. Oui, voilà. Ça, c'est, on est donc dans un fruit exotique, un fruit qui nous Et je vient l'ai goûté. d'Asie. Oui, on l'a bien fait cuire et on l'a servi avec une petite salade fraîche, tomates, avocats, quelques petits c'était top, top. de l'oignon rouge. Et puis, on a commencé cette semaine gourmande sur les tendances 2017 avec jeudi, c'est en haut à gauche de votre écran, le fameux push cake. Alors là, on le voit mal, mais il y a une petite tirette sous le petit truc en plastique. C'est comme les sucettes pouce-pouce, vous savez. Bah, c'est le même principe. Et là, c'est on a mis... push-push. Ah, bah, c'est ça. Là, on a mis effectivement différentes choses à l'intérieur, du thon, du saumon, mais vous pouvez bien sûr le faire en version sucrée. Question, et après, je Oui. vous laisse. La spiruline bleue, où Oui. est-ce que je vais la trouver? Sur Internet. Moi, c'est le seul endroit où je l'ai trouvé le plus Ok. facilement. Sinon, dans les magasins bio, vous trouvez de la spiruline, soit en comprimé, soit en poudre, soit en filament, mais elle est verte. Et moi, je voulais la faire bleue. Bleu. Voilà, monsieur. Que ce soit clair entre vous et moi. ou que ce soit bleu. Mademoiselle Mélanie Griffon, Oui, accompagnée des Thierry de la Beccaro. Non, Thierry, Bon, vous serez mon roi. Vous aimez beaucoup cet endroit, c'est à Versailles, Mélanie. J'aime bien. Et en ce moment, les antiquaires du village de Versailles proposent un parcours sur l'art floral. Alors l'idée, c'est, en ce beau printemps, Thierry, de montrer l'importance des fleurs et des végétaux dans l'art et leurs multiples interprétations. Donc les fleurs, les végétaux, ce sont des motifs finalement très simples qui ont toujours été utilisés pour la décoration. 3 millénaires avant Jésus-Christ, on retrouve déjà sur des vases du Moyen-Orient des motifs floraux. Et puis vraiment, on les retrouve ensuite tout au long des siècles, donc dans tous les domaines, dans toutes les civilisations, que ce soit dans les marqueteries, que ce soit dans les céramiques, les tapisseries, les bronzes, l'orfèvrerie, il y en a partout. Donc c'est ce que vous allez pouvoir voir au village des antiquaires de Versailles. Nous avons passé en revue 3 époques, donc on remonte à travers les siècles. On a commencé par la haute époque, on est passé par le 18e et puis par le 20e. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce village des antiquaires de Versailles, on est à quelques encablures du château. Il regroupe une 50aine de marchands. Il y a des antiquaires, des galeristes avec de l'art contemporain aussi. Il y a des artisans également. Et ils sont tous répartis sur 4 espaces différents, des espaces reliés avec des petites rues pavées. Donc la balade est vraiment magnifique et l'endroit est très très charmant. Regardez. Dans la haute époque, on va trouver l'utilisation du motif floral ou végétal, essentiellement dans l'objet décoratif, très peu dans le mobilier. Pour l'occasion, je présente 2 porte-torchères d'origine italienne qui sont en bois doré et polychrome, dont l'état de conservation est assez exceptionnel. On les trouve essentiellement à l'époque dans les églises, dans les châteaux. Ils sont vus d'assez loin et du coup, on ne cherche pas à faire une sculpture fignolée, on cherche à faire une sculpture spectaculaire et qui donne un éclat et une ambiance. Au XVIIIe siècle, on va voir se multiplier les ornements comme la feuille d'acanthe, notamment sur des consoles d'ameublement. Ensuite, sous la Régence, ces ornements vont devenir un peu plus naturels. Des fleurs, des roses, des bégonias, etc. Ils vont se diffuser dans les arts décoratifs. Et à la fin du règne de Louis XV, les ornements floraux vont s'enrichir de sens. Et donc les roses vont être plutôt utilisées pour des décors féminins. Et pour des décors masculins, on va plutôt utiliser l'ornement feuillu et on va avoir les motifs de laurier pour signifier la gloire du prince ou des motifs de chêne et de gland pour signifier son intelligence. Dans le mobilier, dans les luminaires des années 70, sur le thème de l'art floral, je présente une large sélection de luminaires tels que la fleur de Olivier Mourgue à 2 têtes. Olivier Mourgue est un designer français qui a travaillé pour des très grandes maisons d'édition. J'ai aussi une pièce emblématique, la Peacock Chair de Werner Pantone,
dessinée dans les années 70, qui est une pièce extravagante, dans les couleurs, dans les formes. Comme par exemple le cactus de Gouffram, qui était une pièce emblématique, qui était complètement folle pour la période, avec cette matière, cette mousse recouverte de peinture au latex. Ça a été dessiné en tant que porte-manteau, mais c'est une pièce de décoration à part entière. Bon, Mélanie, on va être sympa avec Frédéric Zetoun et Karine Tessandier, qui ont été quand même un peu dissipés. On Oui, va c'est pas vrai, poser de très questions. dissipés. Non, pas vrai. Ah non. Mais on va s'intéresser à ce que vous avez On peut apporté sur le s'intéresser plateau. quand même à ce bel objet. Ah, Petit écritoire avec de la porcelaine en bronze et des fleurs de porcelaine typiques des créations Louis XV. Et ça, c'est vraiment l'objet qui est... c'est un beau témoignage, en fait, des marchands merciers des XVIIe et XVIIIe siècles. Les marchands merciers, Thierry, c'était des marchands d'objets d'art auxquels faisaient appel les bourgeois de l'époque. Et leur particularité, eh bien, c'était de faire travailler différents corps de métier pour réaliser un objet. Alors, par exemple, le petit godet, là, vous voyez, à l'intérieur, on mettait l'encre. Ce petit godet, c'est de la porcelaine de Chine, donc ça venait de Chine, ils faisaient venir ça. Les petites fleurs, c'est de la porcelaine de Meissen, donc ça venait d'Allemagne. Et puis, une fois qu'ils avaient récolté tous leurs petits éléments, ils dessinaient l'objet, ils le portaient au bronzier qui réalisait la structure, et ça donnait des beaux objets comme ça. Les marchands merciers, en fait, voilà, ils créaient un petit peu ces objets qui sortaient de l'ordinaire. Ça, c'était à l'époque quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est le genre d'objet que vous pourrez trouver au village des Antiquaires de Versailles, qui est sous le signe de l'art floral jusqu'à la fin juin. Voilà, jusqu'au 25, exactement. Exactement. Merci beaucoup, Mélanie. Laisser le temps au temps, et elle m'aurait aimé sûrement. Quand nous étions deux étudiants. Didier Barbelivien, que vous avez rencontré, Frédéric Zetoun. Il faut laisser le temps au temps, une phrase qu'il a empruntée au président François Mitterrand dans La paille et le grain, un livre-programme que le président avait écrit dans les années 70. Il y avait cette phrase, il faut laisser le temps au temps. Il disait qu'il fallait lui laisser le temps pour arriver à la présidence de la République. Didier a pris cette phrase, il en a fait une chanson avec Félix Gray. Alors Didier Barbelivien, on a plus vite fait de dire pour qui il n'a pas écrit que de dire pour qui il a écrit. Toute la chanson française a chanté du Didier Barbelivien à un moment ou à un autre. 2000 chansons enregistrées à ce jour, c'est absolument colossal. C'est vrai que pour l'instant, jusqu'alors, il était vraiment dans l'écriture. Il le dit lui-même, il vivait un petit peu comme un sauvage. Il n'avait pas forcément envie d'aller se confronter au feu de la rampe. Et puis, la soixantaine arrivant, il a eu envie de se faire plaisir. Et là, il participe à une tournée qui s'appelle On a toujours 20 ans, qui a été montée par le producteur qui avait monté H tendre et tête de bois il y a quelques années. Donc vous avez dans cette tournée des gens comme Jean-Jacques Debout, comme Jean-Luc Lahaye, comme Linda de Souza, une certaine tradition d'une certaine chanson française traditionnelle. Et puis il y a Didier Barbelivien qui est un peu le fer de lance de cette tournée. Nous sommes allés le voir sur scène, c'était à Chalon-sur-Saône, grosse salle, plus de 1000 personnes. Il a pas l'habitude. Lui, jusqu'alors, il écrit ses chansons, il les montre à ses interprètes, et puis ça s'arrête là. Là, c'était un gros baptême du feu, et nous y étions. Attention, Barbelivien première, action. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Je suis monté sur scène la première fois, j'avais 54 ans, donc j'ai attendu longtemps. Justement, ça vous a pas manqué, ce contact direct? Mais ça m'a jamais manqué parce que j'y pensais pas. Un truc auquel tu penses pas, il peut pas te manquer. Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elles gravaient nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Et puis un jour, c'est à la fin d'une tournée avec Julio Iglesias. Julio Iglesias me tirait par la manche pour chanter avec lui tous les soirs, où il me dit à la fin de la tournée, il me dit « Mais t'es un imbécile, tu vas chanter toutes les chansons que t'as écrites dans ta vie et tu vas voir, ça va être formidable pour le public et pour toi. » Et j'ai commencé comme ça, sur ses conseils. Moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, c'est une lady, elle, c'est une femme tout simplement. Je suis comme un gamin qu'on emmène au manège mais je déconne pas. C'est une récréation pour vous? Ah, total. Je viens ici, d'ailleurs ça se voit, enfin tu vois, je suis avec des copains là qui me disent mais on a l'impression que tu chantes dans ta salle à manger à la maison. Bah je dis oui, c'est le but. Maman, là-bas rien n'a changé.
Maman, le temps d'avant s'est arrêté. Vous êtes plutôt tracker? Non, je suis tracker pendant, moi. Il m'arrive d'avoir peur pendant le tour. C'est-à-dire de me dire, tout d'un coup, au milieu, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Gens de France, tu chantais pour les gens de France, de la Bretagne à la Provence, avec la fierté, l'insolence. Avant, vous aviez du succès au travers de vos chansons. Maintenant, les applaudissements, vous les prenez en direct. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, dans votre équilibre personnel? Moi, ça m'apporte... j'ai toujours été un type un peu solitaire, voire misanthrope, vis-à-vis de la foule. Hein. Et ça m'a humanisé. Je veux dire, je suis plus proche des autres depuis que je les ai devant moi. C'est aussi con que ça. Surtout, je me rends compte que donner du plaisir aux autres, on apporte à soi-même. Voilà. À toutes les filles qu'on a aimées avant. On va dire les choses telles qu'elles sont. Oui. On n'a pas arrêté de chanter pendant tout le reportage. Un jukebox vivant, mais écoutez, c'est vraiment la bande-son de nos vies, les années 70, 80, 90. On a tous une chanson de Didier Barbelivien dans le cœur. Félix Gray était pas là à Chalon-sur-Saône. Le monsieur qu'on a vu qui est venu donner l'aubade avec Didier, c'est Michel Monaco, un jeune chanteur pour lequel Didier écrit aussi. Donc voilà, c'était vraiment... Vous écoutez tout ce qu'il a fait pour les autres. On va s'aimer, Gilbert Montagnier, c'est lui. Il tape sur des bambous, Philippe Laville, c'est lui. Tu viens pour les vacances. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Et c'est lui aussi. David et Jonathan, c'était lui aussi. Mais vraiment, que de la grande chanson. Vous avez eu ces cœurs un peu. Et Karine qui l'a écrit. Ah bah nous, on est prêts. Hein. Vous voyez, c'est ça la magie d'une chanson populaire. Une petite bulle de champagne qui rentre dans le cœur des gens et que de charmantes jeunes filles vous chantent faux le matin, c'est formidable. Allez, hop, J'ai des dates à vous donner, puisque vous avez l'air très intéressé. Oui. Vous retrouverez Didier Barbelivien et d'autres artistes à Roanne le 23 juin, le 24 juin à Saint-Claude et le 6 octobre à Il Saint-Étienne. est en tournée tout seul et il est en tournée avec cette grande famille d'artistes. Il y a 2 tournées. Voilà. Merci Frédéric Zetoun. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. L'illustration musicale, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, attends. On va aller dans un champ de fraises. Et pourquoi? Tout ça avec Christelle Vallès-Rero et Olivia, que je salue. Vous allez manger des fraises tout l'été. Vous, si vous vous dites, mon Dieu, il faut que je fasse attention à ma ligne et tout, on a trouvé l'aliment idéal. N'est-ce pas, Christelle? Oui, absolument. Il faut vraiment dire que c'est marrant parce que la fraise a plutôt mauvaise réputation. Comme c'est sympa, comme c'est saisonnier, comme c'est un peu sucré au goût, on se dit, mais attention, avec modération. Eh bien non, pour une fois, faites-vous plaisir. Vous aimez les fraises, c'est sans modération. C'est un fruit qui est très peu sucré. Il a beaucoup de saveur, mais il est très peu sucré. Il est très riche en fibres. Donc, s'agissant du régime, du maillot de bain avant l'été, il n'y a aucun problème. Alors, évidemment, il ne faut pas mettre de la crème fraîche et du sucre, on est d'accord. C'est là le problème, il est là souvent. Et en plus, c'est vraiment, si vous, par exemple, vous mangez pendant 3 mois, la saison des fraises, 3 mois de fraises, vous faites une cure d'antioxydants pendant 3 mois. Les antioxydants, ce sont des composés qui limitent le vieillissement, la rouille de nos cellules. Ça permet de prévenir les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, certains cancers. Donc vraiment, on a un fruit qui, nutritionnellement, est exceptionnel et en plus, qui n'apporte pas trop de kilos. Alors évidemment, on n'a pas pu se retenir de prendre nos caméras pour aller goûter des fraises. Nous sommes descendus dans le Lot-et-Garonne parce que c'est le premier département producteur de fraises. Et on en a profité pour poser quelques questions qui fâchent, comme par exemple, quel traitement phytosanitaire sur les fraises? Voici la réponse. Le premier atout nutritionnel de la fraise, c'est sa grande richesse en vitamine C. Et elle permet de prendre le relais des fruits d'hiver pour couvrir nos besoins en vitamines, puisqu'une seule portion de 150 g de fraises suffit à couvrir l'apport journalier recommandé en vitamine C. Autre atout intéressant, sa richesse en vitamine B9 ou acide folique, qui est une vitamine très connue chez les femmes enceintes et très recherchée, car elle intervient dans la formation des cellules sanguines et des cellules nerveuses. Dans les fraises, on trouve également du potassium, du calcium, du fer et aussi du magnésium qui est très intéressant pour le système musculaire et nerveux, notamment dans la récupération des efforts physiques lors d'activités.
On peut souligner que la fraise est très peu calorique, puisqu'en effet, elle contient beaucoup d'eau, près de 90%, et très peu de glucides, c'est-à-dire très peu de sucre. Donc elle apporte aux alentours de 35 kcal pour 100 grammes, ce qui est vraiment très faible. En plus, elle permet un bon effet de satiété grâce à sa richesse en fibres. C'est vraiment un fruit allié minceur par excellence. La culture de fraises sous abri ne reçoit ni pluie, ni vent, ni les intempéries. Et donc, on limite les champignons qui pourraient se développer sur la culture. Et donc, on traite quasiment peu contre les champignons. En ce qui concerne la lutte contre les insectes, on utilise d'autres insectes parasites qui vont nettoyer la culture. Et donc, ce qui fait que, contrairement aux idées reçues, on traite très peu les fraises. Alors aujourd'hui, la culture n'a reçu chez moi qu'un seul traitement. Et par ailleurs, on essaye d'utiliser les produits les plus respectueux de l'environnement et de la santé. Au printemps, manger des fraises régulièrement, comme l'ensemble des fruits rouges d'ailleurs, permet de prévenir un certain nombre de maladies chroniques, comme le diabète, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires et même certains types de cancers. Bon, tout ça, c'est Je formidable. vous ai ramené tout ça. C'est sympa, moi je pense aux autres. Ça, c'est bien, c'est bien. Voilà, de pas je être- reviens de tournage, sifflorette, gariguette et j'ai une anti-sèche. Alors justement, et Charlotte. j'achète des fraises d'origine française. Des fraises d'origine française, parce que vous avez vu, c'est très surveillé en France. Et celle-ci, celle que je vous ai ramenée, donc du Lot-et-Garonne, elles n'ont reçu qu'un traitement chimique et un seul. Donc on ne peut pas en dire autant de toutes les fraises partout dans le monde. Voilà, je n'aurai pas des pays en particulier. Donc la fraise française est une fraise qui est en bonne forme. En plus, on a eu du soleil, etc. Donc elles sont bonnes. Et dernière information, sympa, si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, on sait maintenant, grâce à une étude toute récente, que dans la confiture, vous avez aussi des antioxydants. C'est-à-dire que certains antioxydants, pas tous, comme la vitamine C disparaît, mais certains antioxydants ont été préservés dans votre confiture et certains sont mieux assimilés parce que la fraise a été cuite, donc ils sont mieux assimilés lorsque vous mangez votre confiture. Donc faites-vous plaisir. Un peu Dernière plus de question, j'ai une modération. assiette qui traîne dans la journée, là, comme ça, sur le je peux, puisqu'on parle souvent de grignotage. Là, je peux sans aucun problème. Oui, parce que 90% d'eau et peu de sucre. Donc ça ne va pas faire monter la glycémie. Prendre une crème, une fraise et puis repartir. Le taux de sucre ne va pas grimper, il n'y aura pas une fringale après. C'est vraiment un aliment sympa. Merci beaucoup, Christelle. Alors, un autre musicien, c'est assez inattendu. C'est Julia qui va nous le présenter. Bonjour, Julia. Bonjour, et oui, une belle histoire ce matin. Ça pourrait être l'artiste de la semaine. Regardez ce musicien mélomane qui n'est autre qu'un policier de Toronto qui intervient au départ pour un tapage nocturne. C'est-à-dire que les musiciens sont dehors et ils savent qu'ils vont se faire taper sur les doigts. Et ce policier arrive et il s'installe derrière la batterie. Il est, à mon avis, le plus rock des policiers de Toronto, de répression. Il est passé vraiment à la récréation et il s'amuse. Et après, hop. Non, Après, pas il va- du tout. après, Regardez, il va- vous allez voir, il les a encouragés, il leur a dit qu'il fallait qu'ils continuent, qu'ils ne se laissent pas impressionner. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une tendance, hein, Thierry, de montrer des policiers qui dansent, qui chantent, qui s'amusent, de montrer leurs belles actions. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. C'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, dans le domaine du bien-être et de la beauté, Julia va nous parler d'un événement qui a lieu aujourd'hui. Julia. Exactement, excusez-moi, donc je mangerai ma fraise après avec du champagne, avec modération évidemment. Je voulais vous présenter le Get Beauty Salon, c'est aujourd'hui, ça démarre et c'est toute la journée. Qu'est-ce que c'est? C'est le salon des youtubeuses beauté, ces youtubeuses qui font un carton sur internet avec des tutorats beauté. Il faut savoir que c'est une énorme tendance qui fait systématiquement des buzz. Les Françaises ne sont pas en reste parce qu'elles sont très performantes sur YouTube. Cette manifestation, c'est toute la journée, échange, animation, remise de prix, espace dédié aux parents et garderie de parents. Je le précise parce que la moyenne d'âge du public très féminin, c'est 17 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même un énorme carton, mais pour une moyenne d'âge très particulière. Parmi les influenceuses, vous avez Emma Cupcake qui a quand même 2 millions d'abonnés, par exemple 2,6 millions, c'est énorme. Et je précise parce que je trouve que c'est important de le dire qu'il y a aussi des youtubeuses beauté qui font des cartons comme Nicole Tonnel qui a 65 ans, qui parle vrai, qui dit plein de belles choses et qui n'est pas forcément dans la cible au départ. Très bien, Julia. Ça se passe où exactement? Ça se passe encore une fraise, ça se passe au Parc Floral à Paris aujourd'hui, à Vincennes.
Bon, on va se calmer quand même. Oui. Ça bah, boulotte. ça continue. Près de moi, tu murmures parfois le nom. Si vous trouvez celui qui chante, là, vous êtes très fort. Là. On vient de me le dire dans l'oreille. Anthony Perkins. Psychose, Alfred Hitchcock. Voilà. La classe. Alors, on va s'amuser et on va s'instruire en même temps, Olivia. Ah oui, là, je vous ai trouvé un roman extrêmement drôle, extrêmement fantaisiste. Et je dois le dire, c'est très difficile de trouver des romans de très bonne qualité et en même temps très drôles. Parfois, je m'arrache les cheveux devant les milliers de livres que j'ai. Je me dis que je vais devenir Kojak un jour et tout d'un coup, je tombe sur Romain Puertolas. Alors, Romain Puertolas, vous le connaissez sûrement parce qu'il y a 3 ans déjà, il avait publié un premier roman au titre incroyable, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Premier roman qui devient un triomphe. C'était un mélange entre Boris Vian et Jules Verne. Roman d'aventure incroyable qui devient un film, puisqu'en ce moment, le réalisateur québécois d'un film qui était très drôle, qui s'appelait Starbuck, je ne sais pas si vous aviez vu, eh bien, il est en train d'adapter à Bombay le roman de Puertolas avec un casting dingue, une star de Bollywood, Bérénice Bejo, bref, ça va être super. Et puis, il a écrit 2 autres romans, et là, retour avec Tout un été sans Facebook, toujours publié au Dilettante, qui est un vrai-faux polar, mais vraiment très réussi. Pourquoi vrai-faux polar ? Parce que il a le don du décalage, Puertolas. C'est-à-dire que c'est comme si il y a vraiment une intrigue de polar, un meurtre, 2 meurtres, 3 meurtres, une inspectrice, mais il tourne toujours le bouton du volume, vous voyez, trop fort, ou alors d'ailleurs trop faible. Ou quand un autre écrivain zoomerait sur le visage, lui, il zoome sur les chaussures. Il est comme ça, en permanence décalé, avec des trouvailles très fantaisistes et très drôles. Et ce que j'aime chez lui, c'est que du coup, un peu comme Olivier Bourdeau, vous savez que ce livre qui a cartonné l'année dernière en attendant Bojangles, mais Bourdeau le faisait avec beaucoup de fantaisie, mais sur un mode assez mélancolique, lui, il redonne de la noblesse à la fantaisie, et ça, c'est vraiment chouette. Et en même temps, c'est un vrai polar, parce qu'on a une inspectrice, elle s'appelle Agatha Christie's. Elle est de couleur, et ça tombe bien parce qu'elle voit la vie très en couleur. Elle est très très grosse, ce qui est normal parce qu'elle ne mange pas des fraises, elle mange uniquement des donuts au chocolat. Donc au bout d'un moment, bon bah écoutez, ça se voit. Et elle habite à New York, mais New York, pas New York de la chanson, New York, Colorado. Et à New York, Colorado, c'est une toute petite ville, il y a 150 habitants, il y a 228 ronds-points, parce que c'est une ville très ennuyeuse. Il n'y a pas Facebook, parce qu'il n'y a pas Internet, et donc il y a beaucoup de ronds-points pour que les étrangers qui s'égarent tout d'un coup à New York, Colorado, ils puissent repartir le plus vite possible pour ne pas trop s'ennuyer. Alors, notre pauvre Agatha Christie, elle est dans un commissariat, mais il ne se passe jamais rien. Rien, vous voyez. Le seul délit qu'il y a, c'est un monsieur qui, lorsqu'il va emmener sa femme qui accouche, eh ben, il brûle le feu rouge, il y a un seul feu rouge, donc c'est le seul délit qui revient au gré des accouchements de la femme du monsieur. Et puis, un jour, délice pour Agatha Christie, il y a un meurtre dans une baignoire et retrouver un malheureux, ça ressemble à de la moussaka. Vraiment, c'est absolument terrible parce qu'il a été assassiné avec des aiguilles à tricoter. Et alors là, délice pour Agatha Christie. Et pour nous aussi. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez cette intrigue et en même temps, Agatha Christie, elle adore lire. Elle anime un club de lecture. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de membres dans son club de lecture. Il y a une femme de ménage mexicaine qui déteste lire, en fait, elle ne lit jamais. Mais Romain Puertolas, il pose une question géniale qui est: est-ce qu'on peut résoudre un meurtre avec l'aide de la littérature ? Et oui, monsieur. Eh bien, je ne vous dis pas plus, mais je vous dis que c'est formidable. Et au-delà de la rigolade, au-delà de l'intrigue, c'est un livre sur l'amour de la littérature et de la littérature populaire. Et ça, c'est pas si fréquent. C'est vraiment très, très chouette. Et puis après, 3 livres très, très chouettes, sans énigmes de plage, sans énigmes visuelles, sans énigmes pour jouer en famille. C'est au Cherche Midi. Les 3 sont réalisés par Pierre Cassab.
Et c'est le genre de livre que vous pouvez prendre quand vous avez un voyage en train avec des enfants ou quand vous êtes sur la plage et l'ennui, tout d'un coup, vous étreint. Et alors, je ne vais pas vous parler des énigmes visuelles qui sont fort difficiles à expliquer à la télévision, mais par exemple, vous avez des énigmes de plage avec je finis dernier à Toulon, mais je suis 4e à Saint-Tropez, 3e à Menton, 2e à Antibes et 1er à Nice. Qui suis-je ? Je vous laisse réfléchir et puis je reviendrai la semaine prochaine. La cruelle. Cruelle, c'est du teasing, ça. En plus, vous avez vu comme ils sont jolis, ils sont pop, ils sont chouettes, c'est au Cherche-Midi. Je vais vous le dire. Il faut que je continue, mais je vais réfléchir quand même. Bon, en fin d'émission, merci beaucoup, Olivia. Bravo pour la recherche musicale. Les Parisiennes, il va falloir se mettre au régime. Alors régime, diète, gym tonique, salle de sport et j'en passe. Dès que l'été approche, on va tous, on fait le maximum. Sauf que maintenant, on sait qu'on peut manger des fraises. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tout ça, ça ne date pas d'hier. Marie Mamjoglou. Et oui, les régimes ont évidemment toujours existé, forcément. C'était aussi considéré comme l'incontournable, la solution incontournable, évidemment, pour maigrir, pour rester mince. Et donc, les magazines féminins mettaient aussi très en avant les soins. Non, il ne faut pas regarder ça tout de suite. Oh là là, monsieur le réalisateur. On n'a pas encouragé, Donc, les magazines féminins parlaient plutôt des soins, prendre soin de son corps, bien évidemment. Non, mais j'avais demandé à ne pas apparaître en photo à l'écran. Mais c'était avant, ça, c'était il y a très longtemps. Et c'est vrai que tout ce qui était exercice physique, ils étaient plutôt discrets là-dessus. Et en fait, les salles de sport sont arrivées avec les Américains. C'était dans les années 60. En fait, c'était un concept américain. Et à ce moment-là, effectivement, ça a été une véritable révolution, un véritable phénomène de société. Et là, vous allez voir que c'est assez étonnant, c'est même très marrant, surtout au niveau de la tenue de sport. Regardez. Maigrir, maigrir, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour maigrir? Voilà, c'était bien. Vous avez bien transpiré, madame, oui? Ça va. Dites-moi, madame, depuis combien de temps suivez-vous ce traitement? Ça fait à peu près 15 jours maintenant. Et pourquoi? J'espère pouvoir mettre mon maillot. Maigrir, devenir fin comme un roseau, n'avoir plus que la peau et les os, quel beau tableau. Maigrir. Mon mari est content, et il est d'accord. D'ailleurs, il suit le traitement lui-même et ça lui fait énormément de bien. Que t'as changé en 5 ans, tu te laisses aller, tu te laisses aller. C'est bien ton régime, parce que t'as fondu, hein? Ah oui, tu vois, j'ai fait 4 trous à ma ceinture. 4 trous à ma ceinture. Et ben moi, tu vois, je peux mettre maintenant 3 doigts dans mon col. T'as fait un régime? Non, j'ai acheté des chemises qui ont un col large. Maigrir, n'est plus monter sur les bascules pour voir les effets ridicules des petites pilules. Maigrir. Une affaire se traite mieux, disent les Américains qui s'y connaissent, entre des hommes ayant un physique agréable, un corps sain, avec éventuellement une tête saine. C'est pourquoi ceux que l'on appelle les cadres redécouvrent aujourd'hui le sport. Mais il ne suffit pas d'être belle, encore faut-il le rester. Tout un monde de machines attend ici la femme d'aujourd'hui qui veut garder ou retrouver la silhouette idéale. Alors les Parisiennes ne manqueront pas d'armes pour gagner la bataille de la beauté. Belle, vous le serez au sortir de ce bain de paraffine où, après avoir éprouvé l'impression d'être noyé dans du ciment chaud, vous aurez enfin perdu ces quelques grammes qui vous angoissaient. Contre la cellulite, enfin, le vibromasseur s'attaque aux cellules de graisse qui vont se résorber sous l'action de l'air pulsé et chaud. Pour cet ambitieux Bavarois qui, avec les beaux jours, espère retrouver la sveltesse de son adolescence. Rien ne lui est épargné pour tenter d'éliminer les disgracieuses conséquences des excès de la table. Mort à la cellulite, pas de pitié pour le bourrelet. Mais les kilos sont plus faciles à gagner qu'à perdre. Et le retour à des proportions apolloniennes n'est sans doute pas pour demain. Un effort qui a pour but l'art de plaire au masculin et peut-être un certain complexe de Monsieur Muscle. Il arrive que, même sportives, nos gracieuses compagnes n'aiment pas les sports de plein air. Voici ce que la Berrique, toujours américaine, a trouvé.
vraiment, Miss. Vive la culture physique à l'américaine. Alors, on remercie Lina parce que vraiment, là, on a des images assez incroyables. Exceptionnelles, absolument. Et vous voyez, les tenues de sport, elles sont vraiment très, très légères. On voit plus ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Mame Joglou.